Voilà. Donc, bonjour et bonsoir, amis auditeurs de Mind Radio, et bienvenue à ce 37e numéro de Challenge Parlons-en avec pour invité le professeur Dion Yodé Simplice, voilà, qui est avec nous, à qui on va dire bonsoir rapidement pour checker son micro et on va continuer avec notre intro. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Charlène. Voilà. Merci bien, professeur. Merci pour votre ponctualité. Donc, je disais, professeur Dion Yodé Simplice est professeur titulaire de philosophie politique et morale de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Il est aussi le président de la Ligue de la Nouvelle Espérance de la Côte d'Ivoire, LINECI, qui est un mouvement citoyen. Il est aussi commandeur dans l'ordre du mérite de l'éducation nationale. Et enfin, il est également sénateur de la Jeune Chambre internationale, voilà, en Côte d'Ivoire. Donc, c'est ainsi présenté notre professeur. Voilà, les amis, donc on a un gros morceau, un gros calibre sur The Mind Radio avec nous ce soir. Son thème ce soir, c'est bien entendu la démocratie en Afrique ou la démocratie à l'africaine. Donc, je suis bien entendu Charlotte Mossou, je serai la modératrice de ce 37e numéro. Bonjour et bonsoir. Professeur, voilà comment va se dérouler votre émission. Vous pourriez, exposer sur votre thème. Vous avez la latitude de le faire en 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, tout au plus. Et après votre exposé, je vais vous poser quelques questions. Après mes questions, je vais ouvrir la causerie à nos auditeurs qui sont venus vous écouter nombreux. Donc, tout dépendra de vous. Est-ce que ça peut aller? Très bien. Merci, professeur. Amis auditeurs, c'est parti pour 1 heure de causerie avec notre professeur. Le professeur Dion Yodé Simplice, nous sommes à vous. Merci beaucoup. Merci pour cette opportunité que vous me donnez de parler avec vous de démocratie. Je voudrais saluer tous vos auditeurs. Et au moment où la Côte d'Ivoire est en deuil, nous avons perdu le 2e président de notre pays, le président Henri Konan Bédié. Je voudrais avoir une pensée pour lui-même, pour sa famille, pour tous les Ivoiriens et nous dire Yako, comme nous le disons ici. Vous m'avez invité pour parler de la démocratie, qui est une notion majeure, un thème important, qui me préoccupe au plus haut point parce que l'Afrique, à mon sens, a un défi, c'est le défi du développement. Et la question c'est, est-ce que dans le défi du développement, la démocratie comme système politique, comme forme d'organisation sociale et politique peut nous aider à atteindre ce développement? Évidemment, ma réponse à moi est oui. Seulement, la question que vous posez, c'est quelle démocratie? Est-ce qu'il y a la démocratie? Est-ce qu'il y a des démocraties? Donc, est-ce qu'il y a une démocratie américaine, une démocratie française ou une démocratie africaine? Parce que si on pose la question, est-ce qu'il y a une démocratie à l'africaine? Ça voudrait dire qu'il y a une démocratie singulière propre à chaque peuple. Évidemment, à la fin de mon exposé, vous vous rendrez bien compte que je ne crois pas en une démocratie à l'africaine, je crois en une démocratie vécue pleinement par les Africains, en fonction évidemment de leur réalité. La démocratie, tout le monde sait à peu près ce que c'est. C'est pourquoi c'est une idée simple. La démocratie, c'est Demos Kratos. Donc c'est le Kratos du Demos, c'est le pouvoir du peuple. Le peuple, c'est le Demos. C'est donc dire que la démocratie, c'est le régime politique où la souveraineté appartient au peuple et rien qu'au peuple. J'aime rappeler à ceux qui ne le savent pas ou qui semblent l'oublier souvent qu'il y a 2 principes qui sont à la base de la fondation même de la démocratie. La première chose, c'est que ceux qui ont fondé la démocratie sont partis de l'idée fondamentale que tout pouvoir est dangereux, quel qu'il soit. Et donc, comme tout pouvoir est dangereux, puisqu'on peut en abuser, il ne faut pas donner le pouvoir à un seul homme. Et il ne faut pas donner le pouvoir à un seul homme trop longtemps. Parce que s'il est seul, il va écraser tout le monde. Et s'il gouverne trop longtemps, il va écraser tout le monde trop long. Il faut donc limiter l'homme dans sa gestion du pouvoir. Ça, c'est le premier fondement philosophique de la démocratie. La deuxième idée, quand on dit qu'il faut qu'on soit des démocrates ou qu'on vive en démocratie, c'est d'éviter la domination de l'homme par l'homme. Parce qu'un système qui n'est pas démocratique donne le pouvoir à un homme et cet homme domine les autres hommes comme s'ils n'étaient pas des hommes comme lui. La démocratie vient donc exprimer un principe important de liberté
et d'égalité. Dans la démocratie, nous sommes libres. Chacun de nous est libre de la même manière. Vous n'êtes pas plus libre que moi parce que vos parents sont plus riches. Vous n'êtes pas plus libre que moi parce que vous êtes né d'une famille noble ou d'une famille royale ou d'une famille impériale. Vous et moi, nous sommes libres de la même manière parce que nous sommes des hommes. Et parce que nous sommes libres de la même manière, nous sommes égaux de la même manière. Qu'on soit un homme, qu'on soit une femme, tant que nous sommes un être humain, vous et moi, nous sommes égaux. C'est pour cela qu'on dit que la démocratie est la traduction quantitative de l'égale dignité qualitative des hommes. Qualitativement, nous sommes égaux. Et donc, quantitativement, quand nous exprimons notre voix dans l'urne, vous et moi avons la même voix, c'est-à-dire une seule. Le président de la République, quand il va voter, il a une voix. Le maçon a une voix. La femme a une voix. Le jeune de 18 ans a une voix. Ça montre que nous sommes quantitativement et mathématiquement égaux parce que qualitativement, il n'y a pas de différence entre nous, nous sommes égaux. Une fois qu'on a accepté ces deux principes, la démocratie se met en place. Elle est une conquête permanente de la liberté et c'est une gestion à la fois individuelle et collective de notre destin. Parce que personne n'est plus important que l'autre, c'est ensemble que nous devons construire notre vivre ensemble. Troisième chose que je veux dire, c'est que la démocratie, quel que soit le lieu où cela s'exerce, que ce soit en Chine, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, partout, quand on dit démocratie, il y a des critères qui définissent ce régime politique. La démocratie, c'est des élections libres, transparentes et régulières. Parce que le peuple doit choisir régulièrement celui à qui il veut confier son destin. La démocratie, c'est la séparation des pouvoirs pour qu'il y ait contrepoids et qu'aucun pouvoir ne soit plus fort, plus puissant qu'un autre pouvoir. La démocratie, c'est le respect des droits de l'homme et des droits des minorités. La démocratie, c'est la liberté d'expression et le multipartisme. C'est la liberté de la presse. C'est la décentralisation des processus de décision. La démocratie, c'est une société civile dynamique, forte. Et la démocratie, pour moi, et c'est un point important, c'est l'alternance au pouvoir. Puisque je pars du principe que j'ai énoncé plus haut, il ne faut pas donner le pouvoir à un seul homme trop longtemps. Parce que si vous lui donnez le pouvoir trop longtemps, il n'a plus l'envie de le laisser et il croit qu'il devient Dieu. Et il agit sur vous comme s'il était un Dieu. L'alternance est un principe de la vie, parce que la vie est changement, parce que le monde est remplacement. Maintenant, nous sommes d'accord sur le principe que gouverner, c'est un art. C'est un art de construire l'unité à partir de la diversité. C'est l'art de bâtir, comme on dit, l'homogène à partir de l'hétérogène. Vous prenez des éléments divers, bigarrés, et vous construisez une unité à partir de ces éléments divers et bigarrés. C'est ça ce qu'on appelle gouverner. Vous prenez des hommes qui ne sont pas nés dans la même région, qui ne se connaissent pas, qui ont des cultures, une éducation, une histoire différente, vous les prenez et vous les dirigez. Comment vous construisez une unité à partir de tous ces éléments qui sont bigarrés? Comment vous construisez un beau pagne à partir de fils qui sont multicolores? Voilà ce qu'on demande à ceux qui gouvernent. C'est pourquoi je dis que c'est un art, gouverner. La particularité en Afrique, c'est que on a tendance à dire que la démocratie, c'est pas fait pour nous, ou alors la démocratie occidentale, celle qui est vécue en France, celle qui est vécue aux États-Unis, ça ne colle pas à nos réalités africaines. C'est pourquoi ça ne marche pas. Ce que je veux dire sur ce point, et c'est peut-être ce qu'on appelle la démocratie à l'africaine, c'est que déjà, il faut que les Africains acceptent les critères universels que je viens de décliner. Si vous n'êtes pas dans ces critères universels, vous n'êtes pas une démocratie. Maintenant, quand vous acceptez ces critères universels et que vous voulez les appliquer à un contexte particulier, ce qui nous concerne ici, c'est le contexte africain, la question c'est comment faire en sorte que cette démocratie s'applique à nous, nos réalités. Mais quelles sont nos réalités à nous en Afrique? C'est simple, c'est une réalité multi-ethnique. C'est-à-dire que quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, vous prenez un pays comme le Cameroun, vous prenez le Nigeria, etc., nous sommes faits d'ethnies. Il y a des ethnies, il y a des tribus, il y a des régions, il y a tout ça qui constitue notre diversité. Maintenant, quand vous demandez que la démocratie s'applique dans ses principes universels à une telle société, le problème qui se pose, c'est le problème multi-ethnique. Parce que, comme dit quelqu'un comme Senghor, pour l'Africain, c'est la nation. La nation, c'est la tribu. C'est la tribu qui est la nation. Prenez un Africain aujourd'hui, dans n'importe quelle administration, quand il croise
un frère qui porte le même nom, qui est de sa région, ou qui porte le même nom simplement, il lui demande tu es de quelle région. Parfois même, il lui parle en langue pour savoir s'ils sont du même village ou de la même région. Quand la personne dit oui, je suis du même village, regardez la proximité que ça crée. Ça fait qu'il a tendance à vouloir servir son frère avant de servir les autres. Alors que le principe de l'administration, c'est l'indistinction. Donc, l'Africain est plus proche de son ethnie. Il est plus proche de sa tribu. Ça, c'est normal. Mais pour fonder une république et pour fonder une démocratie dans cette république, il faut se départir des réflexes tribaux, régionaux ou ethniques. Il faut qu'on devienne citoyen. Le citoyen ne se préoccupe pas de d'où vous venez, de quelle famille vous venez, de quelle tribu vous venez. Le citoyen est dans la logique du civisme, dans la logique du service à l'État, c'est-à-dire à la communauté. Donc, il y a un problème. Quand un chef d'État est élu, si son ethnie est majoritaire, si on applique le principe démocratique qui est le principe de l'élection, vous êtes sûr que l'ethnie majoritaire dans un pays aura forcément le même président tout le temps. Si une ethnie A a 80% de la population et si l'ethnie B a 20% de la population, toutes les fois qu'il y aura une élection, il suffit que l'ethnie A propose un seul candidat, eh bien l'ethnie A va diriger le pays tout le temps. La démocratie multi-ethnique, c'est comme ça que je l'appelle, mais la démocratie, comme vous le direz à l'africaine, va dire par exemple, attention, cette ethnie qui fait 20%, si toutes les fois qu'elle se présente et qu'elle paie parce qu'elle est simplement minoritaire, si cette ethnie-là, un jour, ne gouverne pas, elle va se dire qu'elle ne participe pas au processus de gestion de l'État qu'on a fondé ensemble. Elle aura envie de se couper pour former un pays propre à cette ethnie. C'est pour ça qu'il y a parfois des rébellions, des révoltes, des insurrections dans certains pays africains où certaines ethnies veulent se détacher puisqu'elles se sentent exclues, elles se sentent ostracisées, elles ne se sentent pas considérées, elles sont frustrées dans l'administration, dans la gestion de l'État et dans tout ce qui s'ensuit. Donc vous êtes forcément obligé d'adapter le principe démocratique à votre réalité en disant, par exemple, dans le cas du Nigeria, il y a d'autres exemples, nous allons mettre en place un système où il y a un président ou un vice-président. Si les gens de l'ethnie A ont le président pour 10 ans, ceux de l'ethnie B ont le vice-président. Donc, dans un parti politique, on va présenter comme président quelqu'un d'une ethnie, mais on va présenter comme vice-président sur le même ticket quelqu'un d'une autre ethnie. Ça permet à chacun de se retrouver dans la gestion de l'État. En Côte d'Ivoire, ici, le président Houphouët-Boigny faisait un gouvernement sur la base des régions. C'est-à-dire que quand il a un gouvernement de 30 personnes, il s'arrange pour que chaque région, chaque département du pays, chaque ethnie se retrouve dans le gouvernement. De telle façon que chacun se dise que sur la base de nos ethnies et de nos régions auxquelles nous sommes très attachés, eh bien, nous retrouvons un de nos enfants ou deux de nos enfants dans le gouvernement, dans l'administration. Donc, nous nous sentons concernés. Si c'est de cette façon qu'on comprend une démocratie à l'africaine, je pourrais concéder le concept. Mais si une démocratie à l'africaine, c'est de dire on refuse les principes universels de la démocratie, on ne fait pas les élections, on s'assoit dans une chambre et on dit on désigne quelqu'un, on dit il est président pour 5 ans, on refuse que les partis fonctionnent, on refuse la libre expression, les journaux ne fonctionnent pas, etc. Si c'est cette façon-là qui est pour nous la démocratie à l'africaine, alors je ne crois pas que ça ce soit la démocratie. Parce qu'il faut faire attention. En récusant les principes universels de la démocratie que je viens de citer, il faut faire attention de ne pas vouloir installer une dictature, une tyrannie et faire croire que c'est ça nos valeurs africaines. Non, les valeurs africaines, c'est pas la tyrannie, c'est pas la dictature. Les valeurs africaines, c'est le partage, la gestion intelligente des conflits, le dialogue permanent, l'art de la palabre. Mais tout ça, on peut l'intégrer dans la démocratie. C'est pourquoi je terminerai en disant que la démocratie est une valeur universelle. La démocratie est un chantier pour nous tous. Nous devons parfaire cet idéal-là, mais dans le contexte africain, si nous voulons implémenter la démocratie, si nous voulons contextualiser la démocratie, dialectiser la démocratie, l'adapter à nos réalités, mais il faut faire en sorte que nos valeurs, qui sont les valeurs de discussion, de partage, d'échange, de fraternité, que ces valeurs-là se retrouvent dans la manière dont nous manifestons cette démocratie-là. Voilà un peu la petite note introductive que je veux faire, étant entendu que, en 5 minutes, on ne peut pas tout dire sur la démocratie, mais dans les échanges, j'espère que nous pourrons partager et que je pourrai aller plus loin dans la réponse
à la question y a-t-il une démocratie à l'africaine, et je vous remercie pour votre attention. Merci infiniment à professeur Dion Yodé. Vraiment, votre exposé est très concis, mais il faut dire aussi très explicite. J'ai pris tellement de notes que je ne sais plus par où commencer. Les amis, voilà ce qu'on va faire. Je vais poser 2 ou 3 questions au professeur parce que je sais que vous en avez beaucoup. Je vois les mains qui s'élèvent déjà. Et après mes questions, je vais ouvrir la causerie, ok, pour que vous posez aussi vos questions au professeur parce que nous n'avons qu'une heure d'émission. Voilà, donc professeur Dion, vraiment merci pour ce très bel exposé, mais qui mine de rien quand même vous expose, ça c'est ma petite expression, parce que vous serez exposé à nos questions. Le professeur nous a dit que la démocratie c'est là où tout le monde est libre, et il a donné des principes universels qui régissent la démocratie. Maintenant, si on veut rentrer dans notre façon de dire démocratie à l'africaine, il y a 2 cas. Il a expliqué les cas, pourquoi il pourrait concéder ce thème. Dans le cas contraire, on ne serait pas en train de parler de démocratie. Mais en même temps, à travers cette question, ça va être du pléonasme, mais je vais profiter pour que notre professeur revienne encore sur cette explication-là. Donc, ma question est la suivante. Professeur, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que les préalables de l'Afrique tuent un peu la démocratie? Il y a un peu trop de préalables en Afrique. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ces préalables tuent la démocratie en Afrique? Oui, ça dépend de ce que vous appelez préalable. Je pense que vous avez plus ou moins expliqué ça dans la dernière partie de votre exposé. C'est juste vous donner la chance de revenir là-dessus. Vous avez parlé d'ethnie et que l'Africain se comprend. Ah, d'accord. Non, je n'appellerai pas ça préalable. C'est-à-dire, il y a un contexte qui est africain. D'accord. Il y a un concept qu'on appelle la démocratie qui veut s'appliquer à nous. Mais il regarde notre contexte. Et notre contexte, c'est pas notre faute, hein. On est des ethnies, on a été colonisés, on nous a mis ensemble de force, on a cohabité, et puis après, à la décolonisation, on dit, bon, allez fonder un État, vivez ensemble. Mais quand toutes ces ethnies, Gouro, par exemple, en Côte d'Ivoire, Dan, Akan, qui ne se connaissaient pas au départ, ont été forcés à cohabiter d'une certaine manière avec l'État colonial. Quand le colon s'en va, on est dans un État post-colonial. Comment on gère cet État post-colonial? Tu as l'Akan, tu as le Dan, tu as le Sénoufo, tout cela, ils sont là. L'État moderne nous dit, organisez-vous en parti politique. Tout de suite, les Dan, les Yakuba, par exemple, de l'Ouest, ont envie de fonder un parti qui est dirigé par un de leurs fils. Les Akans ont envie de créer un parti qui est dirigé par leur fils. Les Sénoufo vont faire de même, etc., etc. Donc, quand chaque parti va se constituer sur la base de l'ethnie, vous voyez ce que ça peut créer comme conflit. C'est-à-dire que chaque parti va avoir une base régionaliste. Donc, quand le Baoulé va perdre, quand l'Akan donc va perdre, quand le Dan va perdre, etc., ça peut créer des crises inutiles. Donc, le travail qu'il faut faire, c'est de dire, les partis que nous sommes en train de créer là, c'est des partis qui doivent être des partis avec une assise nationale. Donc, notre parti A, par exemple, que nous créons, PDCI, RDA ou tel autre parti, ce n'est pas pour les Baoulés seulement parce que son président est Baoulé. On va tirer les autres des autres ethnies pour créer une nation. Donc, il y a déjà un combat interne à mener pour éduquer les populations à comprendre qu'il y a une nouvelle aventure qui s'impose à nous. Il faut qu'ensemble nous puissions gérer notre État, notre destin qui nous appartient à nous tous. C'est une république, on n'est plus dans les royaumes, on n'est plus dans les chefferies d'avant, c'est plus une famille qui dirige le village, il y a des sous-préfets qui sont envoyés par l'administration qui vont gérer le village. Tout change. C'est ce passage de nos traditions, de nos coutumes à l'État moderne, c'est ça qui crée des blocages, c'est ça qui coince en Afrique. De sorte que, comme je l'ai dit, même aujourd'hui, quand vous allez dans une administration, on veut aider le frère de la région, on veut aider le frère de l'ethnie au lieu de faire de l'administration le service public, comme on dit. Donc, il y a ce genre de blocage, ce que vous appelez préalable, là, il y a ce genre de blocage comme ça qui font que c'est difficile que la démocratie fonctionne. Mais on peut, par l'éducation à la démocratie, on peut lever petit à petit tous ces obstacles. Quand vous voyez quelqu'un qui dirige un pays, vous aurez constaté, quel que soit le pays en Afrique, le président est un peu plus à l'aise quand il met à des postes stratégiques les gens de sa région ou de sa famille. Comme s'il n'avait pas totalement confiance aux gens des autres régions ou des autres familles. Même quand le président veut laisser le pouvoir et qu'il veut donner le pouvoir à un autre, par extraordinaire, ça n'arrive pas toujours en Afrique, il cherche souvent dans sa région, dans son ethnie, qui peut lui succéder. Mais généralement, il transmet difficilement le pouvoir à quelqu'un d'une autre région parce que lui-même, les gens de sa région vont lui dire « Ah non, il ne faut pas que le pouvoir quitte notre région pour aller ailleurs. » Voyez toutes les difficultés là que nous avons et que nous devons gérer. Comment donc la
démocratie peut être organisée pour que cela puisse s'introduire dans l'esprit de l'Africain pour qu'il... Non, je pense que, voilà, c'est quelques éléments sur lesquels on peut revenir, mais qui sont les quelques difficultés qu'on connaît pour que les choses puissent aller pour le mieux. Mais il faut du temps. Il faut du temps. C'est pourquoi je crois en l'éducation à la démocratie. C'est une culture, la démocratie. C'est une manière d'être. C'est une manière de vivre. Et il faut que nous acceptions cela. On ne peut plus continuer de dire que nous sommes des démocrates si on ne respecte pas les femmes, par exemple. Si on n'admet pas le principe de l'égalité homme-femme. C'est pas possible. Si on est des démocrates, il y a l'égalité entre l'homme et la femme et on traite la femme comme la femme traite l'homme, on est égaux. Mais on ne peut pas dire qu'on croit en la démocratie. Donc on croit au principe de l'égalité et puis continuer de brimer les femmes et les considérer comme si elles n'étaient pas égales à l'homme. Vous voyez, on est là en pleine contradiction. Et quand vous dites pourquoi, il dit non parce que dans nos traditions, chez nous en Afrique, l'homme commande la femme. Non, en démocratie, personne ne commande quelqu'un. On est égaux. D'accord. Merci bien, professeur. Professeur, ça c'est une autre brèche très large que vous venez d'ouvrir, mais je vais revenir dessus plus tard. Je vais poser rapidement mes questions que j'ai listées ici et permettre à nos auditeurs de vous poser aussi des questions. Professeur, vous avez parlé des colons pendant votre exposé ou bien pendant la réponse que vous êtes en train de donner à ma précédente question. Je voulais vous demander, est-ce que vous êtes d'accord avec moi ou bien que vous pensez aussi, comme moi, que les colons ont plus ou moins aussi une part de responsabilité dans la complication de la démocratie en Afrique? Ah oui, mais parce que la colonisation déstructure. La colonisation, c'est un mécanisme d'exploitation. Quand on vient coloniser, on ne vient pas construire quelque chose pour vous. On vous colonise pour déstructurer votre façon de vivre, pour vous affaiblir, on déstructure votre économie, on vous impose une nouvelle vision des choses. Ça, c'est propre à la colonisation. Donc, forcément, je disais tout à l'heure, on nous a mis ensemble, on n'a pas demandé notre avis, on nous a forcé à avoir une aventure commune, mais quand le colon s'en va, nous constatons que nous sommes ensemble. Or, quand nous constatons que nous sommes ensemble, qu'est-ce qu'on fait? On ne se dit pas, chacun retourne dans son ethnie et puis on fonctionne comme ça. Non, on est resté ensemble. Maintenant, il faut qu'on se parle, qu'on organise notre société pour avancer. Or, la meilleure façon d'organiser nos sociétés, quand nous regardons tous les régimes politiques qui s'offrent à nous, il me semble que le régime qui nous permet de participer ensemble à notre aventure commune, c'est la démocratie. Parce que la démocratie, c'est le pouvoir de tout le monde et tout le monde décide de qui va le diriger, comment il va le diriger, pour quel temps il va le diriger, mais sur la base de l'égalité et de la liberté. D'accord. Merci bien, professeur. Ma toute dernière question avant d'ouvrir notre causerie à nos amis. Quel est le lien que vous faites entre démocratie et panafricanisme? Il y aurait beaucoup à dire sur le panafricanisme, mais je ne vais pas entrer dans ce débat-là, parce qu'on a tellement dévoyé et édulcoré le panafricanisme aujourd'hui, donc quand on me pose la question, je ne sais même pas de quel panafricanisme on parle, puisque le panafricanisme est devenu un piège maintenant pour les intellectuels africains et pour les jeunes africains, qui, je suis désolé de le dire, ne savent même pas ce que c'est. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui parlent de panafricanisme qui ne sont jamais allés aux sources intellectuelles et idéologiques du panafricanisme. Ils n'ont jamais lu Anta Diop, ils n'ont jamais lu Kwame Nkrumah, ils n'ont jamais lu tous les grands auteurs qui ont essayé de théoriser le panafricanisme, qui n'est rien d'autre que le désir de faire en sorte que les Africains se mettent ensemble dans une corbeille toutes leurs valeurs, extirpent ce qui peut les diviser, gardent ce qui peut les unir, et sur cette base-là, qu'on puisse avancer. On dit les États-Unis d'Amérique. Des États se sont battus, ils ont fait tout ce qu'ils devaient faire, mais ils se sont unis, ils sont aujourd'hui la première puissance. Il y avait l'URSS, qui est devenue la Russie. On dit Fédération de Russie. C'est-à-dire des États et des communautés se sont mis ensemble pour devenir une puissance. Quand on dit panafricanisme, en principe, nous devons regarder vers une union des États africains de la même manière que les Européens sont en train de construire l'Union européenne où ils partagent un certain nombre de valeurs et où ils sont intransigeants sur ces valeurs. Si vous n'entrez pas dans leurs valeurs, ils vous mettent de côté. Pourquoi en Afrique, nous ne sommes pas capables de créer ce cadre-là? Or, et c'est là le lien avec la démocratie, pour moi, c'est la démocratie et les valeurs démocratiques qui pourront permettre aux États africains de créer une communauté véritable. Puisque la démocratie, c'est on se met ensemble, on décide de comment nous allons marcher, avec qui, pendant combien de temps, pour quel objet. Et on le décide librement
dans le principe de l'égalité. Le lien donc entre panafricanisme authentique, originel, pur et la démocratie, c'est que pour moi, la démocratie est la valeur qui permettra au véritable panafricanisme de se mettre en route pour les peuples africains. D'accord. Merci bien, professeur. Je vais vous laisser prendre un verre d'eau et ouvrir notre débat à nos auditeurs. On va commencer avec M. Pléion Évariste. Évariste Pléion, allez-y rapidement, vous avez 2 minutes. Alors, bonsoir, monsieur le professeur. Alors, monsieur le professeur, j'ai une question, c'est vraiment direct. En ce moment, quand on regarde la Côte d'Ivoire, voilà, je ne vais pas contre le travail que le président est d'abattre. Je sais qu'Abidjan, en ce moment, Abidjan en chantier, la Côte d'Ivoire travaille bien. Ça, c'est déjà ça, il n'y a pas de problème. Mais quand on regarde le gouvernement de Ouattara, regardez même le gouvernement, vous êtes là, vous pouvez être un ministre, vous pouvez être ministre de la culture, pourquoi pas, même ministre de la recherche scientifique, vous pouvez être un ministre. Bon, aujourd'hui, on constate que le gouvernement a 90% composé des ressortissants du Nord. Mais est-ce que ça c'est pas aussi normal, ça? Lui-même, un jour, on lui a posé cette question. Une chaîne de TV, je crois en France, il a dit que c'est qu'on appelle un rattrapage ethnique. C'est normal. Et c'est ce qu'il fait en ce moment. Moi, le président travaille bien. Moi, je ne veux pas contre le travail qu'il est en train d'abattre. Il travaille très bien le pays, il avance, il est en train de construire. Mais quand on regarde son gouvernement, moi, c'est ça qui m'écoeure un peu, quoi. Quand je regarde ça, je dis, mais ça, c'est quoi ça? Le gouvernement a 90% des ressortissants du Nord. Ça, c'est pas aussi, même, aujourd'hui, bon, Laurent Gbagbo, bien vrai que beaucoup disent comme ça, mais au temps de Gbagbo, c'était pas pareil. Quand on regarde, le gouvernement de Gbagbo n'était pas composé à 90% des ressortissants de l'Ouest. C'était un peu partout. Oui, il y avait des nordistes, il y avait des gens du centre, un peu partout. Mais quand on regarde le gouvernement Ouattara, ça fait honte. Sincèrement, il n'y a même pas quelqu'un pour dire la vérité. Je sais même pas, je suis confondu, quoi. Vous voyez, moi je suis aux États-Unis, ça fait 15 ans que je suis aux États-Unis ici. Donc c'est ma question, quoi. Donc, monsieur le professeur, qu'est-ce que vous dites de ça? Est-ce que là, on peut parler de démocratie en Côte d'Ivoire quand on regarde un gouvernement comme ça? Honnêtement, professeur, dites-nous quelque chose, pardonnez. Merci bien, Évariste. Merci. Professeur, allez, vous voulez qu'on prenne une deuxième question ou bien vous voulez répondre du tic au tac? Je vais essayer de répondre à notre ami. Ok, allez-y. Alors, vous savez, si on veut, comme je le disais tout à l'heure, si on veut appliquer le principe mécanique de la démocratie, parce que c'est ça, la démocratie, si on veut considérer que c'est un principe mécanique, on vote, celui qui a gagné a gagné. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, si moi, je suis élu par les Ivoiriens, à partir du vote, je peux adopter le principe mécanique de la majorité. Mais quand vous prenez un pays comme la Côte d'Ivoire, vous l'avez souligné, et je l'ai dit, c'est un contexte multi-ethnique. Quand vous avez gagné des élections, M. Gbagbo pouvait faire 10 gouvernements rien qu'avec des BT. On est d'accord? Oui. M. Ouattara pouvait faire 50 gouvernements rien qu'avec des Nords, parce que autant il y a des compétences chez les BT, il y en a chez les Sénoufo, il y en a chez les Nordistes, chez les Yakuba, etc., etc. Mais quel est votre mérite quand vous prenez le pouvoir dans un pays multi-ethnique? Quel est votre mérite si vous n'associez pas toute la diversité à la gestion de la cité? Je crois que c'est ça qui est votre préoccupation. Justement. Quel est, voilà, votre mérite? Or, si on se souvient, les premiers congrès du RDR, qui n'était pas encore RHDP, puisque le président Ouattara n'avait pas pris le pouvoir, j'ai fait un texte là-dessus, il avait dit que l'une de ses missions principales, ce sera de faire en sorte de détribaliser le débat en Côte d'Ivoire. Que les Ivoiriens ne se sentent pas exclus, écartés de la gestion, mais qu'on retrouve un pays uni dans sa diversité. Mais justement, quand vous formez un gouvernement, quand vous formez une assemblée, quand vous gérez, quel que soit le lieu d'où vous venez en Côte d'Ivoire, il faut que toutes les régions s'y retrouvent et il faut aussi faire en sorte qu'il y ait un certain équilibre dans la répartition des tâches, des fonctions, des dignités, que ce soit au gouvernement, que ce soit dans l'administration. Et sur ça, je suis d'accord avec vous et je préfère m'arrêter là. Merci le professeur. Voilà, merci bien professeur. On va aller avec Monsieur Dougan. Monsieur Dougan Kwasi, bonsoir. Merci maman Charlène et bonne fête. Merci professeur. On vous suit de près depuis les États-Unis. C'est un plaisir pour nous que vous soyez là. Merci pour la réponse que vous venez de donner. Merci pour votre introduction. Professeur, quel regard vous faites sur la démocratie en Côte d'Ivoire? Vous avez parlé un peu avec la question du frère. Mais professeur, pourquoi est-ce que vous avez parlé de multi-ethnie en Afrique? Mais ce n'est pas en Afrique seulement, il y a multi-ethnie. Même l'Europe, il y a des multi. Un historien français disait que la France a été traversée par 400 différentes ethnies, autant du royaume jusqu'à aujourd'hui. La Chine a aujourd'hui plus de 1500 ethnies. Pourquoi est-ce que
c'est en Afrique francophone? Vous avez parlé des dérives de la démocratie. Pourquoi c'est en Afrique francophone? En Côte d'Ivoire, nous avons 63 ethnies. Au Nigeria, ils ont plus de 250 ethnies. Au Cameroun, ils ont 200 ethnies. Au Ghana, ils ont près de 60 ethnies. Pourquoi c'est en Afrique francophone seulement que les présidents manipulent les constitutions? Pourquoi c'est eux seuls qui durent au pouvoir dans le monde entier? Pourquoi c'est eux seuls qui durent au pouvoir? Pourquoi c'est eux seuls? Vous avez dit que quand un président veut quitter, vous avez pris le cas général de l'Afrique, mais ce n'est pas seulement dans toute l'Afrique. Pourquoi est-ce que c'est en Afrique francophone seulement quand un président veut quitter, il cherche quelqu'un de son camp ou bien même de sa famille pour lui succéder? Pourquoi c'est en Afrique seulement francophone que nous avons les présidents les plus riches du monde? Le Ghana est à côté de la Côte d'Ivoire, le Nigeria est à côté de la Côte d'Ivoire, le Kenya est à l'est. Dans les pays anglophones, M. Akufo-Addo dirige là-bas, pas avec sa famille, pas avec les gens, les Ashanti. De même, au Nigeria, où il y a 250 ethnies. On a vu les différentes successions qui se sont passées depuis, au Ghana, depuis Rawlings jusqu'à Akufo-Addo aujourd'hui. On a vu ce qui s'est passé au Nigeria jusqu'à aujourd'hui. Mais pourquoi c'est en Afrique francophone que la démocratie est si mauvaise par rapport aux autres anciennes colonies? Nous avons eu pratiquement pas les mêmes colonisateurs, mais nous avons eu les mêmes Européens qui nous ont colonisés. Pourquoi c'est en Afrique francophone que la démocratie est mise à mal? Merci, professeur. Merci, M. Dougan. Allez-y, professeur. Merci beaucoup. Merci pour cette question. Alors, c'est une question que j'entends souvent, mais alors, moi, j'ai une autre façon de voir le problème. C'est-à-dire que la question telle que formulée peut laisser penser que c'est parce qu'on a été colonisé par les Français, donc par le système colonial français, que l'héritage qu'ils nous ont laissé là, c'est ça qui fait que nous ne nous en sortons pas. Ça peut être une interprétation. Je ne sais pas si c'est l'interprétation de mon frère qui vient de poser la question. Même si c'était ça, ça donnerait l'impression que depuis 1960 jusqu'à maintenant, on continue de subir les effets pervers de ce système. Mais ça veut dire aussi, pour moi, que le problème, c'est pas ce système. Le problème, c'est nous. Pourquoi nous n'arrivons pas à sortir de cette façon de faire? Pourquoi c'est un mot un peu fort, mais c'est un mot savant, nous ne nous déshabituons pas de cette façon de faire? Pourquoi penser que c'est toujours la France qui fait que tous nos chefs d'État qui se succèdent en Afrique francophone se comportent de la même manière comme des clones? Clones, c'est-à-dire pratiquement, ils font les mêmes choses. Pourquoi vous voulez que, depuis 1960 jusqu'à maintenant, nous n'avons pas encore pris conscience de ce que l'ethnie, la région, ne doit pas être instrumentalisée dans le cadre de la politique? Parce que tous les peuples que vous avez cités là ont connu la colonisation comme nous, tous les autres pays anglophones. Mais peut-être sont-ils arrivés à un niveau où ils ont dit que l'ethnie ne doit pas être instrumentalisée. Peut-être. Peut-être qu'ils sont arrivés à un niveau de conscience où ils se disent que désormais nous sommes libres de gérer notre destin, asseyons-nous et puis décidons de comment les choses doivent se passer désormais au profit de tous et à l'avantage de tous. Je ne pense pas, à l'heure où nous nous parlons, que la France, de ces jeunes qui sont là, qui sont Macron, qui sont ces ministres, qui n'ont même pas plus de 40 ans. Le président n'a pas plus de 45, je sais pas. Son premier ministre n'a pas 40 ans. Son ministre d'Affaires étrangères n'a pas 38 ans, il a 38 ans à peine. C'est-à-dire, c'est des gens qui sont plus jeunes que moi. Ce ne sont pas ces jeunes-là qui sont au pouvoir en France qui vont encore continuer d'imposer leur vision du monde à des gens en Afrique. Il y en a qui ont 90, il y en a qui ont 80, il y en a qui ont 75 et qui sont encore au pouvoir. Non, à un moment donné, il faut que nous soyons nous-mêmes capables de nous interroger et de savoir ce que nous voulons. Qu'est-ce que nous voulons? Quelle démocratie nous voulons bâtir pour nos États? Si nous nous asseyons aujourd'hui pour dire que nous allons en parler, je ne vois pas comment la France va nous interdire ça. Je ne vois pas, honnêtement. D'accord. Merci bien, professeur. Je suppose que M. Dougan est satisfait. On va aller avec M. Classio Coutoglo. Voilà. Pardon. Est-ce que j'ai ouvert votre micro est ouvert? Allez-y, M. Classio. Bonsoir.
Je suis Classio Koutoglo, je suis d'origine togolaise, je réside aux États-Unis. Je voudrais vous féliciter d'abord pour cette exposition très catholique et brillante. Et j'ai une seule question pour vous. Avant d'arriver à la question, je voudrais vous présenter une image d'un autre pays de l'Afrique occidentale qui est dans une structure aujourd'hui. On parle de régime parlementaire. D'après nos services, c'est comme si ce régime parlementaire est sur la route aussi vers la Côte d'Ivoire. Donc c'est une occasion d'en parler. On réunit les députés dans une nuit profonde et puis ensuite on change une constitution d'une république donnée avec 85 députés sans consultation du peuple et puis ensuite on décide clairement que on part du régime semi-présidentiel vers le régime parlementaire et quand vous lisez tout, il n'y a même pas les signes de régime parlementaire. La démocratie, est-ce que la démocratie aussi permet le changement des constitutions sans une information minime au peuple? Et si c'est la démocratie, je voudrais que vous nous expliquiez cela. Mais je vous informe déjà que ce changement de la constitution au Togo est en voie vers la Côte d'Ivoire. On nous fait savoir que bientôt les députés vont se rassembler et puis ensuite changer votre régime aussi vers le régime parlementaire. C'est une information que nous vous donnons. Je voudrais savoir si cela est une démocratie. Je m'arrête là-bas. D'accord. Merci bien, M. Koutoglo. M. CI se prépare. Allez-y, professeur. Merci beaucoup pour cette question. Alors, je crois que M. Soglo, c'est ça, il est togolais, hein? Oui, togolais. Alors, moi, quand j'ai vu le ministre des Affaires étrangères du Togo, je crois que c'est bien ça, qui doit être philosophe comme moi d'ailleurs, à la dernière session de l'Assemblée générale de l'ONU, allait tenir le même discours que le colonel Doumbia, que les représentants des pays de l'AS. Je me suis dit tout de suite que quelque chose se préparait au Togo. Parce que quand vous voyez les chefs d'État, les ministres africains, se réveiller un matin, attaquer la démocratie, attaquer l'Occident, attaquer tous les principes, toutes les valeurs de la démocratie, ne vous y trompez pas. Ils s'apprêtent à faire quelque chose dans leur pays qui est antidémocratique. De cette manière, quand l'Occident, à travers les institutions internationales, à travers les États-Unis, la France, vont dire ce que vous faites n'est pas démocratique, ils vont dire, voilà, c'est ce qu'on est en train de dire, ces anciens colonisateurs-là sont en train de se mêler encore de nos affaires, nous sommes un pays souverain. À chaque fois qu'un pays africain crie souveraineté à travers ses dirigeants, honnêtement, moi, je me méfie. Parce que le tigre ne crie pas sa tigritude. Il bondit sur sa proie. C'est Wole Soyinka qui nous l'a appris. Celui qui vous dit, je ne veux pas que les Blancs se mêlent de mon affaire en Afrique, donnez-lui quelques mois, vous verrez ce qu'il est en train de faire. Et, ça n'a pas menti, le Togo est entré dans ce cosmétisme démocratique-là. Mais l'avantage, je veux dire, l'idée derrière, c'est quoi? C'est que celui qui est au pouvoir là n'a pas envie de quitter le pouvoir. Maintenant, comme sa constitution lui dit de quitter le pouvoir, mais il utilise sa majorité parlementaire pour mettre en place une autre constitution qui lui permet de conserver le pouvoir encore d'une autre manière. Et je vous assure que si Dieu nous donne longue vie, dans 10 ans ou dans 5 ans minimum, ce même président et ces mêmes autorités vont venir dire que le peuple demande qu'on revienne au régime présidentiel et ce même président qui est là va encore se donner 10 ans. Mais l'idée, c'est qu'il ne veut pas laisser le pouvoir. Et dans mon exposé liminaire, j'ai dit que la démocratie refuse philosophiquement qu'on donne le pouvoir à un seul homme trop long. Comme les chefs d'État africains ont compris ça, ils conservent le pouvoir trop longtemps, mais en donnant l'impression que la Constitution même les autorise à le faire. Les États-Unis ont une Constitution qui date de combien de siècles? Combien de fois les Américains, qui ne sont pas plus bêtes que nous, ont touché à leur Constitution? Obama a fait 2 mandats, il est parti. Clinton a fait 2 mandats, il est parti. Tu viens, tu fais tes 2 mandats maximum, tu t'en vas. Personne aux États-Unis n'a l'idée de changer le principe de l'alternance, de sorte que chaque Américain se dit que s'il travaille bien et s'il est un bon politique, il peut devenir président des États-Unis. Mais pourquoi c'est en Afrique que chaque 5 ans,
à la veille des élections, on doit changer le code électoral, on doit changer la constitution, on doit faire parlementaire, après présidentiel, après semi-parlementaire, présidentiel, mais tout ça pour qu'un seul homme et un seul clan conservent le pouvoir tout le temps. Je m'arrête là. Ok. D'accord. Merci bien, professeur. Monsieur Koutoglo, je vous donne qu'une seule minute, ok? Ok, Allez-y. merci. Monsieur le professeur, est-ce que dans ce genre de situation, si les militaires prennent le pouvoir pour pouvoir arranger et rendre le pays sécurisé et amener la démocratie, est-ce que c'est une mauvaise chose que les militaires, on pousse les militaires à prendre le pouvoir dans ces pays pour pouvoir régulariser les choses? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Allez-y, professeur. Je condamne par principe les coups d'État militaires parce que je le répète encore une fois, pour moi, le rôle des militaires, c'est pas de gouverner un État. Par principe, je condamne ça. Et la deuxième chose avec les militaires et ce qui constitue ma crainte, c'est que même quand ils viennent intervenir en tant que gardiens de la cité, c'est pas moi qui invente le mot, c'est Platon qui invente le mot. Les militaires sont les gardiens de la cité. Quand la cité est en danger, ils doivent protéger la cité, à l'intérieur comme à l'extérieur des frontières. Mais quand les militaires arrivent, dans la plupart des cas, comme on le voit aujourd'hui autour de nous, ce n'est pas pour arranger, c'est pour enfoncer l'État parce qu'ils n'ont plus envie de partir. C'est-à-dire qu'ils dévoient leur intervention qui, en principe, est une violence, mais une violence restauratrice. Aujourd'hui, leur violence devient... Quelle est votre approche pour faire partir ces manipulateurs, ces masturbateurs des constitutions? Le seul qui a donné le pouvoir, la seule entité qui a donné le pouvoir à ceux qui nous gouvernent aujourd'hui, c'est le peuple. Et la seule entité qui peut retirer ce pouvoir-là à ces gens-là, c'est le John Locke, qui est un philosophe anglais, dit que le peuple a le devoir de résistance quand il sent que le pouvoir qui lui appartient lui échappe au profit d'une personne ou de quelques personnes. C'est le peuple seul qui doit décider. Et tant donc, que monsieur le professeur, je vais quitter, permettez-moi pour que vous puissiez commenter beaucoup plus. Donc, le peuple est obligé de prendre les armes contre les armes, n'est-ce pas? Je ne dis pas que le peuple doit prendre les armes. Le peuple doit réclamer le pouvoir qu'il a donné à quelques personnes sur lui pour pouvoir le gouverner. Et ça, lisez tous les livres de philosophie politique, le pouvoir appartient au peuple, c'est ce que dit la démocratie. Le pouvoir est pour le peuple, pas pour une ou quelques personnes. Donc, Monsieur Koutoglo, je vais fermer votre micro. Vraiment, merci pour votre contribution. C'était vraiment intéressant ce petit piment que vous avez ajouté à la causerie. Je vais fermer votre micro et je suppose que vous êtes satisfait. Ok, on va prendre là maintenant Monsieur Sey. Monsieur Sey, ouvrez votre micro. Vous êtes du côté de Zoom. Oui, bonsoir Charlène. Bonsoir. Bonsoir professeur Dion. Bonsoir, Monsieur Sey. Oui, je suis Clément Sey, je suis président d'une ONG Désir de paix et d'avenir en Côte d'Ivoire. Très bien. Et moi, je milite pour la paix, la paix et la cohésion. Mais le chantier que nous exploitons, c'est la culture électorale. Mon intervention, j'ai vraiment suivi votre intervention et c'était bien. Alors, la démocratie, la définition qu'on nous a donnée, c'est le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Je ne me trompe pas, n'est-ce pas? C'est ça, pour simplifier. Voilà, pour simplifier, c'est ça. Donc, est-ce qu'en Côte d'Ivoire, ça c'est ma première question, en Côte d'Ivoire, est-ce que cette définition-là est réellement appliquée? Le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Sinon, pourquoi elle n'est pas appliquée? Ça, c'est ma première question. La deuxième question, parmi les principes de la démocratie, vous avez parlé de la liberté d'expression. Et alors, ça m'amène à parler de copier-coller. Depuis 1990, notre date... Quoi? J'ai pas entendu. Il dit, ça m'amène à parler de copier-coller. Copier-coller. C'est-à-dire, nous copions l'Occident et nous faisons pareil, voilà. Donc, depuis 1990, nous sommes devenus pays multipartistes. Nous avons vraiment, nos aînés ne sont pas fatigués à nous enseigner, à nous instruire à la démocratie, à la politique, rien du tout. Ils n'ont fait que faire de copier-coller. Alors, ma remarque qui est inquiétante, c'est que la liberté d'expression, telle qu'elle est appliquée ici en Occident, ici en France, elle ne peut pas s'appliquer comme ça chez nous. Vous savez très bien, ici en France, un enfant aujourd'hui, il peut à 6 ans, il peut m'appeler les policiers contre ses parents, et puis ils vont trouver ça normal. Un enfant, il peut dire à son père, non, j'aime pas ça, et puis son papa va comprendre, il va respecter ce qu'il dit. Mais est-ce que nous, chez nous, là-bas, on peut faire ça? On ne peut pas. Et donc, cette liberté d'expression aujourd'hui a fait que il n'y a plus de respect des aînés, il n'y a plus de respect de la hiérarchie, il n'y a plus de respect des chefs, des présidents, des chefs du village, rien du tout. Et ça,
c'est vraiment un mal. Cette façon de copier-coller ce qui vient de l'Occident, personnellement, je trouve que c'est un vrai mal. Alors, quelle solution pouvez-vous apporter à ces genres de choses? Parce que vous avez parlé de la démocratie à l'africaine. Donc, je pense que ce principe de liberté d'expression, ça peut être adapté, nous, à nos mœurs, à nos cultures. Voilà la deuxième question. Et la troisième préoccupation, c'est politique et syndicalisme. Est-ce qu'en réalité, depuis 90, où nous avons connu la pluralité politique, est-ce qu'on nous a réellement enseigné la politique, la démocratie, ou c'est le syndicalisme qu'on nous a enseigné? Voilà mes préoccupations. Merci. Merci beaucoup. Alors, sur la troisième question, syndicalisme et démocratie, oui, il y a eu beaucoup plus de syndicalisme. Beaucoup plus de syndicalisme parce que tous ceux qui sont devenus leaders politiques après, pour la plupart, ce sont les syndicalistes. Voilà. Et vous savez comment le syndicaliste, lui, revendique. Ben oui, bien sûr. C'est pourquoi ça fait que, voilà, il croit qu'il est en train de revendiquer pour une corporation. Parfois, c'est des revendications sans filtre. Et c'est vrai que ça s'est répercuté au niveau de la politique. Et donc, nous, les plus jeunes, on a pensé que c'était la meilleure façon de faire la démocratie. Voilà. Et ça nous a impacté fortement. Merci beaucoup. On n'a pas compris que quand les gens parlent de politique et quand les Grecs, là, ils ont créé le terme politique. Dans politique, il y a police et dans police, il y a politesse. Il y a courtoisie. Voilà. Donc, la politique est fondée sur la courtoisie dans les échanges. Mais au départ, nous, on n'a pas compris ça puisque c'est les leaders syndicaux qui ont ouvert la porte de la contestation et de la liberté. Et ça, je suis d'accord. C'est pourquoi il faut bien séparer les choses. Il y a un mode syndical de revendication, mais il y a un mode politique de revendication, de contestation et de combat. C'est pour ça qu'il faut aussi que les partis politiques fassent de la formation politique. Exactement. Or, chez nous ici, même quand ils sont financés par l'État, beaucoup de partis ne forment pas leurs jeunes. C'est ça. Or, il faut la culture politique, la culture démocratique. Ça fait qu'aujourd'hui, quand il y a des débats télévisés, vous invitez les jeunes, ils ne peuvent pas venir parce qu'ils ont peur, puisqu'on ne les a pas formés à ça. Voilà. Sur l'éducation des enfants, vous voyez, il y a les lois. Ça doit être, même si c'est un enfant, il doit être protégé par des lois. Ça, au moins, il faut qu'on accepte ce principe-là. Parce que il y a des sociétés où les gens maltraitent les enfants. Parce qu'ils sont enfants. Il y a des sociétés où on maltraite les femmes. Parce que ce sont les femmes. Il y a certaines pratiques religieuses, qu'elles soient chrétiennes, qu'elles soient musulmanes, qu'elles soient d'autres obédiences, où la femme n'est rien. Quand bien même l'imam dira non, respectez vos épouses, ou bien le prêtre dira non, l'épouse c'est la chair de votre chair, etc. Mais il y a des gens qui considèrent les femmes comme un objet. La loi les protège. Maintenant, ce que vous dites là, dans la liberté d'expression qui est reconnue par la Constitution, notre responsabilité, c'est l'éducation. Si vous avez bien éduqué vos enfants, aucun de vos enfants ne va prendre le téléphone pour dire au policier « je suis agressé ». L'enfant saura qu'il doit fuir la maison parce qu'il faut fuir la colère du père, aller chez son oncle pour dire « papa est en train de me battre » et c'est l'oncle ou la tante qui arrive pour dire « mais l'enfant t'a fait quoi ?» Ça, c'est africain, ça. C'est africain parce que l'enfant sait qu'il y a une tante, il y a un oncle, il y a un cousin, il y a un voisin. Mais les sociétés que vous dites là, qui sont des sociétés fortement individualistes, il n'y a pas ça. Donc son seul recours, c'est la loi. Donc, il n'appelle pas la loi juste pour brimer son père, mais il appelle la loi comme protection de sa vie, parce qu'il a droit à la vie. Même s'il est mineur, même si c'est un enfant. Parce qu'entre nous, on est des hommes, on est des pères, on a des parents qui frappent leurs enfants comme si c'était de vrais ballons. Il y a des enfants il y a des parents qui sont très durs avec leurs enfants, qui à la limite c'est de la torture quand ils les corrigent. Non, on ne doit pas traiter un homme comme ça, même si c'est votre enfant. Donc je suis d'accord avec vous qu'il y a un travail d'éducation à faire, et ça c'est la responsabilité à la fois de l'État, des familles, de l'école, de notre système éducatif et de tout le reste. Et moi je crois que l'un des problèmes de l'Afrique c'est le système éducatif. Il faut réorganiser notre système éducatif en fonction du type de citoyen et du type d'homme que nous voulons aujourd'hui pour l'Afrique et demain pour l'Afrique. Maintenant, sur la première question, c'est est-ce que nous pensons que la Côte d'Ivoire est un pays démocratique? Je suis allé du principe que la démocratie, c'est un idéal que nous devons poursuivre. Nous nous battons en Côte d'Ivoire pour que les basiques de la démocratie soient respectés, mais il y a des efforts à faire encore. Dans tous les éléments que j'ai cités, dans tous les indicateurs que j'ai cités, vous voyez, élections transparentes, liberté d'expression, multiparti, il y a des efforts
à faire. Et je crois que la Côte d'Ivoire peut faire ces efforts-là. Tous ensemble, on peut arriver à faire en sorte que nous soyons un peu comme le Sénégal et peut-être plus que le Sénégal, nous soyons le modèle démocratique de l'Afrique. Moi, j'y crois. C'est pourquoi je passe tout mon temps à parler de démocratie aux jeunes, parce que je crois que nous pouvons offrir ce modèle démocratique-là à l'Afrique, parce que l'Afrique en a besoin. On ne peut pas laisser le Sénégal seul, avec ses institutions fortes, avec son désir d'alternance. Il faut que la Côte d'Ivoire fasse mieux que le Sénégal dans la mise en place d'institutions fortes, dans la mise en place de contrepoids véritables et dans l'inculcation de l'alternance au pouvoir. Eh bien, professeur Dion Yodé. Voilà. Oui, monsieur Sey. Tu as des mains, sinon je voulais juste revendiquer quelque chose. En une minute. D'accord. Professeur Dion, alors quand je disais la démocratie, c'est le pouvoir du peuple par le peuple pour le peuple, et je pose la question de savoir, mais est-ce que cette définition est respectée en Côte d'Ivoire? Si je vous disais que les Ivoiriens ne votent pas, et c'est pourquoi effectivement cette définition-là n'est pas vraiment appliquée ici. Parce que pour moi, les Ivoiriens, si ça donnait aux élections, le pouvoir allait les respecter et que ça allait changer les donnes. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il faut déjà se poser la question des raisons de cette abstention ou de ce désintérêt. Pourquoi les gens ne s'intéressent plus à la politique? Pourquoi ils ne vont plus voter? Est-ce parce que je ne crois pas qu'ils ne croient pas à la démocratie? Non. C'est peut-être parce que le personnel politique ne les fait pas rêver. Parce que le peuple a envie de rêver. Le peuple regarde un futur qu'il souhaite proche et il se demande qui peut lui proposer ce futur. Est-ce que les discours politiques en Côte d'Ivoire aujourd'hui sont des offres à ce peuple-là? Quand un homme politique prend la parole en Côte d'Ivoire, c'est pour dire que l'autre vaut rien et que lui, il est le meilleur. Quand un homme politique prend la parole en Côte d'Ivoire, c'est pour dire que lui, il est le plus intelligent, mais que l'autre est le plus idiot. Bon, quand vous faites ça, quand vous vous tapez là-dessus tout le temps, quel intérêt ce peuple a à s'intéresser à la politique? Nous faisons tout pour qu'il ne s'intéresse pas à la politique. Deuxièmement, il faut lui expliquer que c'est lui qui choisit celui qui doit le diriger. Le président de la République, là, je n'aime pas trop cette expression-là. Quand on dit il est le père de la nation, je n'aime pas cette expression parce que le père est biologique. Est-ce que vous choisissez votre père? Non. Votre père, vous ne le choisissez pas, il vous est imposé par la nature. C'est clair. On ne remplace pas un père. Donc le président, lui, on le choisit. La démocratie, c'est le seul régime où vous choisissez celui qui doit vous gouverner et où vous lui demandez de partir quand vous n'êtes pas satisfait. On ne demande pas à un père d'être un père et on ne dit pas à un père, je vais changer de père. Donc le président n'est pas le père de la nation. Il n'est pas le père. La métaphore familialiste, là, ça ne marche pas en démocratie. Il doit faire un travail pour lequel le peuple a souhaité qu'il soit le dirigeant. Quand il ne fait pas, ce peuple-là, 5 ans après ou 7 ans après, lui dit, nous ne sommes pas satisfaits, nous voulons d'autres offres pour voir si nous pouvons choisir. Mais celui-là ne doit pas dire, non, vous n'avez pas le droit, c'est moi qui vous commande, c'est à moi de fixer les conditions selon lesquelles je vais partir, c'est moi qui dois, non. Mais il est en train de récupérer le pouvoir du peuple à son propre compte. Quand il le fait, ce n'est plus la démocratie, c'est de la monocratie, le pouvoir d'un seul. À ce moment-là, c'est au peuple de prendre ses responsabilités, comme je disais tout à l'heure à notre ami du Togo. Merci bien, professeur. Merci. Monsieur Sey, refermez votre micro. Vraiment, merci pour votre participation. Professeur, nous sommes carrément à la fin de notre émission. Avant de votre conclusion, je voulais vous lire la préoccupation de l'un de nos auditeurs, qui est toujours Monsieur Koutoklo. Monsieur Koutoklo dit, Charlène, quand le peuple se lève, les masturbateurs de constitution braquent les citoyens avec les armes. Est-ce que ce peuple, dans les principes, a réellement son pouvoir et sa capacité du jeu? C'est une préoccupation de M. Soglo? Oui, M. Toukou, parce qu'il ne peut plus parler, donc j'ai lu pour lui. je dirais à M. Soglo que les peuples réagissent toujours, mais ils tardent à réagir. Quand le temps de la maturité, le temps de l'action n'est pas encore venu, vous avez le sentiment que le peuple subit, qu'il est devenu un zombie et qu'il accepte tout, mais c'est un monstre qui dort, qui se réveille difficilement, mais une fois qu'il s'est réveillé, vous sentez qu'il s'est réveillé. Voilà qui est bien dit. Les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Vraiment, merci de vous être connectés nombreusement. On va prendre le mot de fin de notre invité et rendez-vous est pris pour dimanche prochain avec Picheri Balé. Professeur, allez-y avec votre mot de fin. Oui, alors, je voudrais vous dire un grand merci. Vous m'avez soumis à un exercice très intéressant, mais il s'agissait de parler de la démocratie, il s'agissait de parler de l'Afrique, il s'agissait de parler de la Côte d'Ivoire, donc de l'avenir de toute
cette jeunesse-là, qui ne sait plus à quel fin se vouer, qui regarde l'horizon, qui ne voit pas d'étoile qui l'attire, comme l'étoile du Christ qui guide les rois mages, mais il faut qu'on leur propose cette lumière. Il faut qu'on leur propose cette étoile-là. On dise aux jeunes Africains que cette étoile-là, c'est la démocratie bien comprise et bien vue. Et une fois qu'ils regarderont vers cette démocratie, cette étoile qui est à l'horizon, ils comprendront que leur destin, ça se trouve dans leurs mains, ça se trouve dans leur tête, ça se trouve dans leurs pieds et que l'Afrique attend d'eux ce qu'il faut pour se réveiller, puisque je suis convaincu que ce continent-là peut se réveiller. Merci pour tous les efforts que vous faites pour les jeunes Africains, pour leur éducation et à très bientôt. Merci soit-il. Vraiment, merci beaucoup, professeur Zion Yodé Simplice. Vraiment, merci pour cette émission de qualité que vous nous avez donnée. Et voilà, les amis, c'est fini pour ce soir. Nous sommes bel et bien aujourd'hui, dimanche 26 mai 2024. Je pense qu'on va finir avec une belle pensée pour notre président Henri Konan Bédié du côté de la Côte d'Ivoire qui nous quitte et va rejoindre nos ancêtres. Donc, dormez tous très bien ce soir et bonsoir chez vous. Goodbye.